Bonjour à toutes et à tous. Merci Clara, merci Fabrice d'être là avec nous. On est très heureux de pouvoir vous livrer le tout premier baromètre de la filière du vrac et du réemploi des emballages en France. Il y a un an, Réseau Vrac fusionnait avec Réseau Consigne. Et si notre association Réseau Vrac avait mené depuis quelques années un baromètre interne auprès des épiceries vrac pour mesurer l'évolution du secteur, il n'en était rien en ce qui concernait le réemploi des emballages. Alors forcément, nous avons voulu le faire en fusionnant et en créant cette nouvelle association, parce que si l'on veut développer un secteur, il faut savoir d'où l'on part, ce que l'on a actuellement et où on veut aller et emmener le secteur. Et c'est notamment toutes les discussions qu'on a eues avec les institutionnels, avec les politiques, avec les investisseurs, avec les entreprises. Donc ce baromètre va pouvoir permettre de poser les premières pierres de l'existant. C'est un processus qui s'est déroulé pendant plusieurs mois, que nous avons confié à Deloitte, avec plus d'une soixantaine d'interviews d'entreprises représentatives du secteur. Et nous allons vous dévoiler en avant-première les résultats de ce jalon qui se veut évolutif, constructif, qui n'est pas parfait, qui n'est pas exhaustif, puisque nous allons avoir aussi un certain nombre de données complémentaires qui vont nous arriver de l'ADEME au mois de septembre. Mais il invite à la réflexion, à l'action, pour l'ensemble des acteurs du secteur, des institutionnels et des politiques, et pour bâtir ensemble la planification industrielle et déployer tous les potentiels économiques, sociaux, environnementaux de cette nouvelle filière. Je te laisse la parole, Clara, pour nous présenter les résultats de cette étude, et Fabrice nous dressera l'ouverture pour mettre en place opérationnellement ce nouveau système de réemploi des emballages au niveau national en France. Merci Célia. Pour démarrer, je vais vous expliquer le scope de l'étude, la méthodologie, pour bien que vous compreniez comment on a monté cette étude. Et après, en 3 parties, je vais vous faire ressortir des indicateurs clés. C'est quasiment 50 pages, c'est le baromètre, vous allez le découvrir cette semaine. Donc en 10 minutes, je ne peux pas tout vous résumer, mais je vous fais un petit teasing pour que vous ayez envie de lire tout ce qui s'y passe. Au niveau de la méthodologie, déjà pour que vous compreniez bien, on a fait des choix. Forcément, on s'est privé de certaines choses dans le périmètre. Alors le choix déjà, c'est de se dire, on parle d'emballage réemployable, que ce soit en pré-emballé, en vrac. Donc c'est les 2 façons d'avoir ces emballages réemployables. On est dans le monde des PGC, des produits de grande consommation. Donc on ne regarde pas ce qui se passe dans les cafés, hôtels, restaurants, nous dans les emballages industriels et commerciaux. Donc déjà, vous comprenez la fenêtre qu'on a voulu regarder. En termes d'outils méthodologiques, on a interviewé à peu près 56 entreprises, des entretiens très approfondis qui ont duré parfois jusqu'à 2 heures de temps. On récupérait beaucoup de qualitatifs pour comprendre l'état des lieux actuels, aussi du quantitatif, et on a réenvoyé derrière à peu près une 40aine de questionnaires pour aller récupérer de la data très précise qui vont être du chiffre d'affaires, du volume, de la projection, au niveau aussi des emplois, qu'il peut y avoir des bassins d'emploi, le territoire. Donc vous retrouverez pas mal de chiffres dans tout ça. Comme tu le disais tout à l'heure, Célia, on est encore à un stade où cette filière elle est en construction complète. Donc récupérer de la data, même si on avait très envie de vous la donner aujourd'hui, qui dit exactement le pourcentage de réemploi qu'on a en France aujourd'hui sur le monde des PGC, je suis désolée de vous le dire, mais là, c'est pas possible, à date. On sait que ça va arriver aussi par l'ADEME. Les entreprises sont en train de faire leur déclaration. Donc l'année prochaine, ce baromètre, il pourra aussi être couplé et on pourra avoir quelque chose d'encore plus concret pour pouvoir projeter et de se dire « Ok, on en est là et voilà ce qui reste à faire ». Par contre, on a déjà des beaux indicateurs qui nous permettent de comprendre où on en est dans la filière. Pour résumer la filière, on a décidé de le faire en 3 points. Le premier, c'est de se dire qu'on est vraiment sur une filière. On n'est pas sur quelque chose, un épiphénomène, on n'est pas sur quelque chose qui est une tendance, on est sur la construction d'une vraie filière avec des maillons et qui permettent en fait de construire tout cet écosystème. Le baromètre, il a permis d'aller sonder 6 typologies d'acteurs sur tout ce maillon de la chaîne. Donc vous les voyez derrière moi. Il y a les fournisseurs d'emballage, les metteurs en marché, les opérateurs du réemploi, les fournisseurs d'équipements, les distributeurs,
Les distributeurs, on s'est intéressé à eux sur trois typologies de distributeurs. Donc autant la grande distribution que les magasins spécialisés vrac et les magasins spécialisés bio. Et enfin les consommateurs, où on a été aussi récupérer des data consommateurs d'études, notamment des éco-organismes, pour permettre d'aller ponctuer toute cette étude-là. Quelques petits chiffres déjà en vrac, si je peux me permettre la blague, je pense que je ne suis pas la première à l'avoir fait, mais bon, c'est passé. Au niveau de la grande distribution, si on se parle de nombre de références, on a à peu près en moyenne 36 références vrac en grande distribution sur le territoire français, 11 références en réemploi. Si on le regarde dans les magasins spécialisés bio, c'est 590 références vrac, 100 références de réemploi. Et dans les magasins spécialisés vrac, c'est 1200 références vrac et 20 références de réemploi. Donc on a des typologies complètement différentes, c'est normal, ça va avec les spécialités de ces magasins. À date, on a environ 1000 points de collecte en France pour récupérer les emballages réemployables. On sait plus de 13 millions d'emballages qui ont été collectés en 2023, donc c'est l'année qui vient de s'écouler. Et un chiffre aussi qui est intéressant parce qu'il sera à mettre en regard des évolutions qui arriveront sur les prochaines années, c'est un taux de retour d'un emballage réemployable qui est à peu près à 35%. Vous le verrez dans le baromètre, en fonction des secteurs de distribution, on n'a pas du tout le même taux de retour. Quand on se parle aussi, par exemple, de la livraison à domicile, on a un taux de retour qui est au top, qui est à 90%, et d'autres qui sont beaucoup plus bas en fonction des typologies de distributeurs. On en reparlera tout à l'heure rapidement, mais le consommateur est clé dans ce retour de l'emballage, et c'est là aussi on va avoir besoin d'aller avoir pas mal d'éducation. Les opérateurs et tous ces acteurs sont quand même à pied d'œuvre pour faire augmenter ce taux. On pourrait estimer d'avoir une projection à peu près à 60% pour l'année 2024 par rapport à la maturité des consommateurs. Un autre petit chiffre, au niveau des opérateurs du réemploi, c'est à peu près 60 sites de lavage qui existent en France. Et on voit bien que cette filière, en fait, elle est complètement territoriale, elle est localisée, elle est sur toute la France. Et donc on retrouve jusqu'à 60 sites de nettoyage. Passer la slide. Je vais le faire sans slide. Le deuxième mot, donc je vous l'ai dit, le premier c'est filière. Le deuxième c'est industrie. On parle bel et bien d'une industrie en fait. Quand on parle de la filière vrac et réemploi, c'est une industrie à part entière qui crée de l'emploi, qui crée de l'économie au sein de la France. On a des fournisseurs d'emballage et ça sur les trois matériaux. Ça va être de l'inox, du verre, du plastique. On va avoir des équipementiers qui vont fournir des RVM, c'est Reverse Vending Machine, les douchettes, les trémies pour le vrac. Donc tout ça, c'est vraiment de la production qui peut se passer en France et des sites de nettoyage. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y en a 60. C'était un bassin d'emploi, de technologie, au fur et à mesure qui est en train en plus de se spécialiser par rapport aux nécessités sanitaires sur le contenant contenu. Donc on est en train de monter aussi de l'expertise française qui est très observée au niveau européen. Enfin, sur le dernier mot, c'est circulaire. Et on vous a résumé ici un schéma de tous ces maillons de la chaîne du réemploi, où on voit sur le côté ce consommateur qui est primordial et qui a des actions un petit peu différentes en fonction qu'il achète en vrac ou en réemploi. Ça implique aussi une mécanique dans son esprit pour passer sur ce genre d'achat et de business model. En tout cas, on parle de chaîne. Tous ces acteurs, ils sont interdépendants et ont besoin l'un des autres pour fonctionner. Et on le voit encore plus dans cette filière. Et moi, personnellement, c'est ce qui me fait plaisir dans cette filière-là, c'est qu'il y a de la coalition, les concertations qui sont faites entre metteurs en marché, entre distributeurs, et je sais qu'il y en a dans la salle qui sont en train de travailler sur ce genre de projet. Et c'est se dire que voilà, on est en train de changer les règles du jeu tous ensemble. Il y a quelques années, mettre certains gros de l'agroalimentaire autour d'une même table, c'était inconcevable. Maintenant, c'est possible et on peut construire ensemble. Donc chacun a sa responsabilité, doit pouvoir faire passer à l'étape suivante. Donc on vous laissera aussi détailler tout cet écosystème que vous retrouvez dans le baromètre. Enfin, quelques petits chiffres au niveau des projections. On sait qu'il y a un engagement qui est très fort. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes déjà convaincus. L'important, c'est d'aller convaincre ceux qui sont aussi à côté. Donc vous avez un enjeu assez important pour qu'on aille agrandir ce réseau de plus en plus.
En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a les bases qui sont posées. Maintenant, il faut qu'on passe de la phase d'expérimentation à la phase d'industrialisation. Et ça qui va être hyper important. Il y a notamment 3 enjeux et 3 chantiers majeurs qu'on peut voir émerger aujourd'hui. Il y a tout un pan sur le nettoyage où il faut qu'on monte encore en compétence sur certains nettoyages de contenants en fonction du contenu qui est dedans. Donc ça, c'est des travaux qui peuvent être en cours, mais on a encore ça à gagner. On a tout le travail sur la standardisation des emballages qui est mené et qui est en train de voir le jour, qui va permettre aussi de la massification et du volume. Et enfin, on a toute l'organisation d'une gestion des emballages réemployables qui va permettre que un metteur en marché puisse recevoir ces emballages-là, qui va être clé. Donc c'est plutôt un moment décisif cette année-là qui est en train de se passer. Déjà, le vrac est en train de revenir en force dans les magasins. Après le Covid, après l'inflation, ça a été des moments un petit peu durs. Donc c'est en train de remonter. On sait que les gammes standardisées vont arriver, ce qui va permettre d'avoir une année 2024 qui se lance sur le réemploi. Quelque chose qui va être très structurant, c'est le taux de réemploi en France. Ça va permettre de se dire, OK, on en est là, et on espère sans doute prendre des décisions pour aller plus loin. En tout cas, il y a vraiment des opportunités qui sont environnementales. L'usage unique versus le réemploi, quand ça a du sens, c'est des opportunités environnementales, industrielles, économiques et sociales. Au niveau de quelques chiffres qu'on a projetés pour cette année, par rapport à toutes les interviews qu'on a pu mener, c'est environ plus 20% d'embauches qui sont prévues dans la filière en 2024. Ça serait plus de 55% d'emballages qui vont être collectés, plus de 75% d'emballages lavés. Pourquoi plus que collectés? Parce qu'en fait, on a moins de rebut au fur et à mesure, parce que la technologie évolue. Des nouveaux centres de lavage, plus 4. On estime à peu près à plus 20 000 le nombre d'emplois potentiels qui pourraient être générés sur les prochaines années si on évolue sur les bonnes tendances des objectifs. On a à peu près plus de 15 000 points de collecte qui vont être disponibles. Et un petit chiffre qui est assez important, aujourd'hui on a des centres de lavage, ils sont là, ils ne demandent qu'à être remplis avec du volume. Si demain on les fait tourner à plein régime, c'est 300 millions d'emballages qui peuvent être lavés dès aujourd'hui. Donc en fait les emballages, la technicité elle est là, il faut vraiment les embarquer. Du coup cette filière elle possède toutes les bases vraiment pour démarrer et passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se le dire, et c'est OK de se le dire, on est en retard versus le cadre législatif. On n'y est pas. Donc là, maintenant, il faut qu'on passe à la phase d'industrialisation. On a la loi AGEC qui va donner des objectifs, la loi climat et résilience, la réglementation européenne PPWR qui est en train de s'implémenter. On a des chantiers qui sont identifiés. Ce qu'il faut, c'est capitaliser sur l'existant et pas forcément tout réinventer. Ce qu'on vous propose, c'est une perspective intéressante avec Fabrice pour éclairer sur comment on pourrait déjà dès à présent passer à l'étape supérieure. Fabrice, je te donne un petit challenge, le faire en 10 minutes. Allez. En 10 minutes. On peut passer. Là, vous avez sur le stand les quelques emballages qui sont déjà prêts, les emballages qu'on appelle les emballages Air-Cœur. En fait, le préambule, le point de départ de toute la conception de ces emballages, c'était de partir déjà sur des emballages qui sont déjà des grands standards des marchés, c'est-à-dire des emballages de gros volume, et de leur appliquer exactement les mêmes contraintes que les emballages à usage unique industriel, mais de leur donner en plus les contraintes liées à la récupération dans les machines RVM, à leur transport et à leur lavage. Lorsque j'ai été voir les metteurs en marché, donc pour faire ces emballages, j'ai visité une cinquantaine de lignes et interviewé pas loin de 450 personnes maintenant, c'est-à-dire à peu près 5 personnes par entreprise. Et toutes les personnes tous les metteurs en marché que j'interrogeais au départ me disaient la même chose. Nous, on veut bien faire du réemploi, mais l'emballage, ça doit être exactement le même. Et si ça pouvait être le même que l'emballage à usage unique, c'est ce qu'il nous faut. Une fois qu'on t'a demandé l'impossible, tu es bien obligé de travailler sur ce qui est possible. Et en fait, les emballages qui ont été faits sont des emballages qui finalement vont arrivent en début de ligne sur les mêmes types de palettes, le même nombre de couches, même palettisation. Même des palettiseurs passent sur les lignes, sont remplis, sont bouchés et in fine font les mêmes
carton de regroupement des emballages. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir permettre d'avoir un coût économique du réemploi aussi compétitif que l'usage unique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la boucle de livraison de l'usage unique, qui aujourd'hui représente, comme on l'a dit, allez, on va dire 99% de ce qui est mis sur le marché, ou peut-être 99,9%, en fait, les emballages sont livrés directement, par exemple, par les verriers. Si on prend les verriers, quand vous avez des gros volumes, c'est-à-dire le verrier, lui, ce qu'il fait, il tourne en 3/8. Dès qu'il a 28 palettes, il les met dans un camion, il les envoie. Mais tous les plus petits clients qui ont besoin de conditionnement spécifique ou qui ont besoin de livraison moins grosse, ils passent par un distributeur d'emballage. Donc il y a beaucoup de distributeurs d'emballage et un même metteur en marché, un même client peut avoir les deux flux. C'est-à-dire qu'il peut recevoir directement de la palette verrière, mais pour d'autres références de son, il peut la recevoir par un metteur en marché. La boucle du réemploi, elle paraît un peu plus compliquée, mais vous allez voir qu'elle n'est pas si différente que ça. C'est quasiment la même, en tout cas pour l'industriel, c'est exactement la même. Vous allez voir. Mais par contre, l'industriel, ce qu'il a comme peur énorme, c'est la rupture. Parce que s'il ne reçoit pas ses emballages, ben vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sur le réemploi, il est mort. On a dit tout à l'heure, sur le recyclage, j'ai noté le consommateur est clé. C'est-à-dire que le recyclage, si le consommateur ne met pas ses emballages dans les bacs de tri ou dans les molocs, tout ce qu'on a mis derrière, c'est la récupération par mon Citom, le tri et le recyclage n'existera pas. Le réemploi, vous devez monter, en tout cas au départ, d'un cran. Certes, l'acceptation du consommateur, elle est clé, mais avant l'acceptation du consommateur, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse mettre des emballages sur le marché. S'il y a une rupture, il n'y aura pas d'emballage sur le marché, donc le consommateur, il n'aura même pas à se poser la question de savoir s'il veut le faire, et les trieurs, les laveurs ne le feront pas. Donc, il faut vraiment assurer cette livraison. Si on compare les deux cycles, je ne vais pas aller sur l'ensemble du... on peut mettre les deux. On se rend compte que la livraison finalement de l'emballage à usage unique par rapport à l'emballage à usage multiple est quasiment la même. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une livraison par un distributeur sur des petits volumes, mais comme on parle de 5% et 10%, et déjà si on arrive à ces objectifs très rapidement dans les délais, ça sera très très bien. Tous les clients sont des petits clients. Même une grosse marque sera un petit client du réemploi. Vous n'aurez pas, dans un premier temps, de gros clients. Donc, par contre, le distributeur, la personne qui va devoir assurer ce stock, il va avoir deux sources d'approvisionnement. Il va avoir l'approvisionnement du neuf par le verrier et il va avoir l'approvisionnement du lavé par du remis en marché par le laveur trieur. Donc, il va gérer deux choses. Ce qu'il sait déjà faire, parce que sachez que, par exemple, un distributeur d'emballage de pots et de bocaux fraîcheur, il a des fois 2 ou 3 sources de livraison. Il est livré par Veralia, par OI ou par Vidrala, par exemple. Donc, il sait gérer ça. Donc, on se rend compte finalement que le travail d'un gestionnaire de parc, c'est exactement le même que le travail d'un distributeur d'emballage. Donc, si on a ce système, je sais pas, on peut passer au stade suivant. Donc, on va se dire que pour un metteur en marché qui m'a dit au départ, une marque m'a dit, mais moi, je veux exactement la même chose que l'emballage à usage unique, qu'on va lui proposer exactement son même système d'achat, le même travail qu'il fait au quotidien. Qu'est-ce qu'il fait un metteur en marché? Il achète des ingrédients, il fait ses recettes, il achète des emballages, il les met dedans, il les envoie chez des distributeurs. Faire du réemploi, c'est exactement le même job pour lui. C'est la même chose, il faut que ça soit
la même chose. Et économiquement, on peut aller revenir en arrière, s'il vous plaît. Et économiquement, la même... non, ça ne revient pas en arrière, je ne sais pas si parce que je voulais montrer. En fait, comment se passe une commande, comment se passe la vie quotidienne d'un metteur en marché. Il fait des prévisions annuelles. Il va dire, je vais avoir X, voilà, je vais avoir X emballages utilisés dans l'année. Et il commande à 12 semaines. Pourquoi 12 semaines? Parce que c'est le temps de fabrication. Donc nous, il va falloir qu'on sache à 12 semaines à peu près ce qui va revenir du laveur pour enclencher de la vente en neuf. Et c'est un boulot qui se fait déjà. Donc ce que je veux expliquer, c'est que aujourd'hui, vous avez des distributeurs qui sont déjà clients des partenaires verriers, qui ont déjà l'outil de traçabilité de la palette, qui ont déjà les entrepôts maillés près des metteurs en marché, qui ont déjà la relation commerciale et qui ne demandent qu'à fonctionner. Le baromètre a démontré que tout l'écosystème était là, c'est-à-dire qu'on a on a les RVM, on a les systèmes de traçabilité, on a les laveurs, et on a des distributeurs, et qu'il suffit de les mettre ensemble sans forcément... Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas un organisme et un fournisseur de services, mais on n'est pas obligé dans un premier temps de tout figer, de figer ce système pour démarrer des boucles avec par exemple une centaine de magasins, la faire tourner, apprendre de ce système en mélangeant, parce que c'est quand même assez fou ce que nous sommes en train de faire, nous allons mélanger des bouteilles, des bocaux fraîcheur en standard avec des emballages iconiques. Ça n'a jamais été fait dans aucun pays du monde. Donc il faut déjà le faire sur une échelle industrielle, mais sur des petites quantités, je parle d'une centaine de magasins, et puis après le déployer petit à petit par capillarité, car le système de livraison existe et car les laveurs sont déjà implantés. On peut tester ce dispositif très très rapidement et on peut le déployer assez rapidement. Donc le système que je propose, c'est d'assurer zéro rupture, c'est-à-dire de rassurer les metteurs en marché. Il y a des gens qui savent le faire, qui le font pour vous depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui sont prêts à faire et qui sont prêts à faire tourner vos boucles de réemploi. Et on va essayer de monter ça en collaboration avec mesdames qui sont là. Merci Fabrice. Donc vous l'avez compris, ce baromètre, c'est une invitation à la réflexion et à l'action. On a mesuré l'existant, le potentiel de la filière pour passer à l'échelle. On vous le dit, on n'est pas obligé de réinventer complètement la roue, mais on va pouvoir venir se repiquer sur l'existant, rajouter les petits bouts de tuyaux manquants pour créer cette véritable circularité de la filière basée sur l'industrie, l'emploi, l'environnement, et pouvoir avancer de manière ultra rapide parce qu'aujourd'hui, les opérateurs sont là, les capacités de lavage sont là. On est en train de normer le secteur pour avoir une harmonisation des process et une professionnalisation de tous les acteurs. Nos objectifs législatifs sont là, on les a déjà manqués en 2023, mais maintenant il faut accélérer pour les rattraper dès 2027. Et notre mot d'ordre, c'est à partir de ce baromètre-là, et il vous sera livré cette semaine-là gratuitement, donc vous pourrez le consulter, c'est plus d'une 50aine de pages d'études. Enclenchons ensemble le mouvement vers un système de réemploi national des emballages en France. Merci, on est à votre disposition juste après.